cinéaste italien Pierpaolo Pasolini, qui est donc né en 1922 et qui a été retrouvé mort, assassiné en novembre 1975 sur une plage à Ostie. Ce film est un film qui date de 1968, qui s'appelle Théorème, qui lui aussi, comme le problème d'Escrovegni, est un problème de rédemption et un problème complexe de relation de l'humanité avec le salut et avec l'enrichissement. On va voir comment ça se passe. Et donc, il va faire ce film qui s'appelle Théorème. Là, vous en avez une image, et je vous montrerai d'autres choses après, hein, qui est un film. Donc là, vous avez Silvana Mangano et vous avez Terence Trump, ce sont deux des acteurs centraux du film. Ce film qui a été montré à Venise en 68 en avant-première. Ce film a eu très très vite le prix de l'Office catholique international du cinéma. Et en même temps, ce film a créé un scandale puisqu'il va être censuré quasiment extrêmement vite. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, ce film, je vais essayer. Donc, c'est un film qui dure 98 minutes. Je vous en proposerai un résumé immédiatement après pour pouvoir attaquer l'analyse de ce film, pour pouvoir comprendre un certain nombre d'enjeux. Je vais juste vous montrer un fragment de ce dont je vais vous parler. Il vostro padrone vi ha donato questa fabbrica, lei che cosa ne pensa di questo gesto? Il vero protagonista di questa storia resta il vostro padrone. Già, senz'altro. E non vi taglia in questo modo la vostra possibilità di una rivoluzione, per esempio, in futuro? Può darsi. Ma l'atto del vostro padrone è un atto isolato o appartiene a una tendenza generale del mondo moderno? Ma la tendenza generale, secondo me, di un mondo moderno. Considerandolo come un simbolo del nuovo corso del potere, un fatto di questo genere potrebbe essere un primo preistorico contributo alla trasformazione di tutta l'umanità in piccoli borghesi. Credo che la borghesia non ci riesca a portare tutti gli uomini in borghesi. Cioè, l'ipotesi sarebbe questa, del resto non è originale. Un borghese, anche se dona la sua fabbrica, in qualsiasi modo agisce, sbaglia. È così? Non voglio rispondere. Questa borghesia sta mutando rivoluzionariamente la sua situazione. Se insomma la borghesia arriva a identificare tutta l'umanità coi borghesi, non ha più davanti a sé una lotta di classe da vincere. Sì. Non con l'esercito, non con la nazione, non con la chiesa confessionale. Allora è destinato a perdere, perché perderebbe i suoi normali Ha alleati. davanti a sé delle nuove domande, deve rispondere a delle nuove domande in una situazione diversa della borghesia. Certamente. Ma egli può rispondere a queste domande? Ma egli può rispondere a queste domande?
fece quindi piegare il popolo per la via del deserto. Pietro, perché non metti un po' di musica? Questo è boy. E poi?
Ciao. Voilà, là vous avez les 9 minutes 10, les 9 premières minutes du film. Et à partir de ça, donc c'est à partir de ce début que je vais essayer de dire des choses sur ce film et essayer de vous montrer comment ça marche. Donc ce que vous avez vu, j'essaierai de vous raconter très brièvement le film sans... Après, il faut que vous puissiez aussi le voir, mais en gros, ce qu'on a vu ici, on a vu donc un certain nombre de passages extrêmement importants. On a vu donc au tout début, donc la première minute 36, qui est donc une image documentaire qui fait intégralement partie du film. Cette image documentaire est en couleur avec la voix directe. Et c'est un journaliste qui interviewe des ouvriers et des salariés. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il les interviewe. Pourquoi ? Parce que le patron de l'usine, qui est donc le patron de l'usine dans l'histoire qu'on va voir, le patron de l'usine a donné son usine à ses ouvriers, à ses salariés. Et donc, le journaliste les interroge. Je vous redirai après ce qui se passe. Et donc on verra comment ça se passe. Le deuxième partie, donc de 1,36 à 3,55, ce pourquoi je vous ai laissé le générique, parce que le générique, c'est la longue liste de tous les opérateurs et les opératrices qui ont permis la réalisation de cet objet. Donc c'est aussi un très long travail sur la question de l'opérativité, de qui fait. Ensuite de ça, vous avez un truc qui est très court, qui dure 20 secondes, de 3,55 à 4,15. On revient à la couleur avec la voix, qui est donc l'exergue du film, avec une citation. Cette citation qui dit, donc en français, elle dit « Et Dieu nous a conduits à travers le désert ». C'est une citation qui est directement sortie de Psaume 138 ou d'Exode 13, 18. Si j'ai le temps, je reviendrai sur la signification de ce truc. Ensuite, à partir de 4,15, on quitte la couleur et on revient au sépia. Et ça, c'est l'introduction. C'est l'introduction théorématique du film. Et l'introduction va passer en revue un certain nombre de personnages. D'abord le père qui sort de l'usine et qui rentre à la maison. Ensuite le fils qui sort de l'école. Ensuite la fille qui elle aussi sort de l'école. Ensuite la mère avec l'apparition de la servante, qui est Laura Beatty. Et ensuite l'apparition du postier qui joue l'ange, une sorte d'ange messianique à travers la cour et qui vient apporter un télégramme. Et puis le dernier fragment, c'est ce premier déjeuner. Ce déjeuner, il y en a deux à l'intérieur du truc. Il y a ce premier déjeuner où arrive un télégramme et c'est écrit dessus « J'arrive demain ». Et puis la fin du film se terminera par le même dîner, mais le même déjeuner, donc avec la personne qui est arrivée. Cette fois-ci, il reçoit un télégramme et c'est écrit, enfin, on ne voit pas le télégramme, mais la personne dit « Je pars demain ». Et ensuite de ça, à 8-12, le récit commence. Donc on a tout exactement comme dans une tragédie antique. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui appartient au monde, un exergue, pardonnez-moi, et puis la liste de la distribution de tous les opérateurs techniques qui font le film et les opérateurs qui vont jouer le film avec l'ensemble. Et à partir de ça, peut commencer le récit. Et le récit va s'ouvrir, et j'ai arrêté à ce moment-là, le récit va s'ouvrir par cette chose étonnante. Vous voyez arriver cette personne qui est jouée par Terence Tramp, et la jeune fille donc demande, enfin non, l'amie d'une jeune fille demande « Would that boy ?» Elle répond « A boy », et qui est évidemment, donc je n'ai pas besoin de vous faire la traduction, qui est donc évidemment une référence absolument évidente à Matthieu 37, donc qui est cet homme quand le Christ est apparu. Et donc on a un théorème qui donc se fait, c'est-à-dire qu'on va rejouer en fait un théorème du messianisme, mais à partir d'un inconnu, qui n'a jamais de nom. Hein. Il est toujours appelé A Boy. Il n'a jamais de nom dans le film. On ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas quel est son prénom. Et il va se passer donc une sorte de transfiguration complète à l'intérieur de ce film, puisque cet homme apparaît dans cette famille bourgeoise. Et cet homme va passer donc toute une partie du film, j'en reparlerai tout à l'heure, qui est donc ce qu'on appelle la partie de la séduction. Il va passer en fait toute la partie du film à s'occuper de chacun des membres de la famille, à les transfigurer dans une sorte de forme de désir, et il va coucher avec chacune et chacun des membres de la famille, sans distinction. Puis ensuite, il va recevoir ce fameux télégramme où il va dire « Je pars demain ». Et donc il quitte, et là s'ouvre, c'est une nouvelle forme pour l'humanité, et là c'est une dépression absolument délirante pour l'ensemble des membres de la famille, où le père ne sait absolument plus comment conduire sa dépression, et donc l'acte qu'il commet, c'est celui de se séparer de son usine et de donner son usine aux ouvriers. Donc c'est la fin du film, et en fait c'est le début du film, puisque vous commencez par le documentaire qui va ouvrir sur le film.
La mère qui n'arrive pas à se passer du manque de la présence de cet homme, court des banlieues de Milan pour séduire et pour coucher avec des jeunes hommes. Le fils devient artiste. La fille rentre en catatonie, c'est-à-dire elle va se bloquer, puis elle va finir à l'HP, elle rentrera en catatonie. Et le truc évidemment le plus intéressant, c'est Laura Betti, la servante, elle va devenir une sainte, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans son village et elle va monter en lévitation et elle va devenir une sainte de la chrétienté. Donc voilà, tout ça c'est à peu près le film, je vous épargne d'autres détails, etc. Mais c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc c'est cette espèce de gigantesque structure qui est donc une structure dite messianique au sens propre. Quelqu'un arrive et bouleverse l'histoire. Et donc il y a deux grands modèles, c'est le point de départ du film. Il y a le messianisme chrétien, il y a quelqu'un qui arrive et qui bouleverse l'humanité. Et là il y a une sorte d'autre messianisme matériel, il y a quelqu'un qui arrive dans une famille et qui bouleverse la famille. Ça c'est le point de départ, on verra que c'est beaucoup plus compliqué après. Je me permets juste de vous faire une toute petite traduction rapide de ce que vous avez entendu au début, c'est-à-dire dans la partie du documentaire, le moment où ce journaliste discute avec des ouvriers. Et donc, si on traduit rapidement, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite, si on traduit rapidement, ça donne à peu près la chose suivante. Votre patron est parti, que pensez-vous de ce geste ? Le vrai protagoniste de cette histoire, c'est votre patron. Il vous retire la possibilité de la révolution. L'acte de votre patron est un geste isolé ou bien une tendance du monde moderne ? Et ça, ils vont répondre plutôt une tendance du monde moderne. Si l'on considère comme un symbole nouveau du pouvoir, il devient la première contribution historique d'une transformation de l'humanité en petite bourgeoisie. Ils répondent, la bourgeoisie ne prendrait pas le risque de transformer tout le monde en bourgeoisie. Le journaliste redemande, quoi que fasse un bourgeois, même lorsqu'il donne son usine, il se trompe. Et il répond, je ne veux pas répondre. Enfin, les ouvriers répondent, je ne veux pas répondre. Il continue, est-ce que la bourgeoisie est en mesure de penser toute l'humanité, de penser toute l'humanité en bourgeoisie ? Il n'y a donc plus de possibilité de lutte de classe, ni avec l'armée, ni avec la nation, ni avec l'église confessionnelle. Et il rajoute, le journaliste, il faudra alors répondre à des nouvelles demandes différentes de la bourgeoisie. Et clôture du fragment documentaire, qui est un coup de génie à mon sens chez Pasolini, il va faire répéter 2 fois au journaliste la même question. Quelles sont les réponses à ces questions ? Quelles sont les réponses à ces questions ? Et là, à ce moment-là, bingo, vous allez passer avec le générique. Et donc vous allez passer à une autre liste d'opérateurs qui ne sont plus les opérateurs de l'usine, mais qui sont celles et ceux, les opératrices et les opérateurs du film. Et ensuite, vous aurez la partie en sépia qui reprendra évidemment les opérateurs les acteurs du film. Donc, si on pense une structure, une fois qu'on a compris à peu près comment ça se passe, si on pense une structure, on a donc, comme dans la tragédie grecque. Alors, pourquoi je dis comme dans la tragédie grecque ? Parce que ce qui est important de comprendre, j'en parlerai après, c'est le lien avec ce fameux titre en italien, théorema, qui est donc la même chose que théorema en grec, et donc on reparlera de ce que ça veut dire. Donc, il y a un prologue, qui est donc un prologos, c'est-à-dire ce qui vient avant, et ce prologue, c'est une actualité. C'est depuis l'actualité et depuis la question obsessionnelle chez Pasolini que l'image a toujours un déficit par rapport à ce qui est actuel et par rapport à l'expérience de l'humanité. Donc, il y a un prologue. Puis, il y a la liste des opérateurs. Et ça, cette liste des opérateurs, par exemple, dans la tragédie grecque, ça s'appelle un parodos. C'est-à-dire que c'est de l'ensemble des gens qui vont se présenter. Par exemple, dans la tragédie grecque, vous avez tous les membres qui vont se présenter les uns après les autres. Puis ensuite, vous avez toujours dans le parodos, vous avez la liste des acteurs, et donc c'est qui reprennent exactement la question du parodos dans la tragédie. Et ensuite, vous avez ce que dans la tragédie grecque on appelle les épisodes. Vous allez avoir le récit, vous allez avoir les récits. C'est-à-dire que le personnage va une à une séduire et bouleverser les gens jusqu'à coucher avec chacun des membres de la famille. Il couchera avec la mère, il couchera avec le père, il couchera avec le fils, il couchera avec la fille, il couchera avec la servante. Sans aucun problème, avec une sorte à la fois de facilité et quasiment d'acte de passion, il couchera avec chacune et chacun d'eux exactement de la même manière. Alors on en reparlera pour voir ce qu'on peut faire avec cette question-là, etc. Donc tout ça, c'est contenu dans les 9 minutes que je vous ai montrées. Dans les 9 minutes 10, tout le truc se pose autour de ça. Et c'est ça qu'on appelle le théorème. L'énoncé qui propose une démonstration, parce que c'est un des sens du mot théorème, le spectacle, au sens propre, évidemment ce qu'on appellera la recherche théorématique ensuite. Une fois qu'on a compris ça, on a compris quasiment la totalité de cet objet. C'est un film d'une extrême complexité. Il faudrait rentrer en détail, il faudrait évidemment,
J'espère que vous aurez le temps de regarder ce film et de vous enfoncer à l'intérieur de ce dispositif. En tout cas, moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est je vais vous proposer 1, 2, 3, 4, 5 lectures de ce qu'on appelle la structure théorématique du film, pour arriver à comprendre comment ça se passe. Le premier, c'est qui est le plus complexe, qui est ce que je nomme le messianisme politique. C'est-à-dire que l'enjeu du travail de Pasolini, c'est de montrer en fait un théorème d'un messianisme politique. Alors, ça se passe comment? Ça se passe en 4 étapes. La première étape, c'est l'exposition de ce qu'on appelle la chrétienté messianique. Voilà. Il y a un moment, une histoire qui fait apparaître le Christ. On en a parlé tout à l'heure, on en a reparlé avec Giotto. Voilà, il y a une histoire qui est avec ça, il y a un messianisme et donc il y a une histoire de salvation. C'est cette question de la chrétienté messianique. La chrétienté messianique, elle a un but, c'est d'ouvrir l'humanité au bonheur. La deuxième chose, c'est le deuxième théorème, c'est ce qu'on appelle le messianisme moderne, ou le messianisme matérialiste. Ça, c'est le deuxième théorème, et qui, lui, consiste, depuis Marx, à ouvrir l'humanité aussi au bonheur. C'est 2 formes particulières de cette ouverture au bonheur. Il y en a une qui se fait d'un point de vue théologique, l'autre qui se fait d'un point de vue matériel. Or, ce que démontre le film, c'est que ces 2 théorèmes du messianisme, sont arrivés à ce que Pasolini lui-même appelle un point d'insincérité. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont arrivés à un point où ce n'est plus possible de les utiliser. C'est ce qu'il essaye de montrer, c'est-à-dire à la fois, c'est l'immense insincérité de la bourgeoisie et l'immense insincérité de ce qu'il nomme dans l'introduction l'Église confessionnelle. Donc à partir de ça, on va obtenir 2 nouveaux théorèmes. Le premier théorème qui est l'apparition théorématique de ce qu'on appelle la lutte des classes, c'est-à-dire qu'à partir de ça, c'est la réclamation de la révolution. Et le troisième sous-théorème de ce théorème politique, c'est ce que j'appelle la bourgeoisie qui, elle, a comme dimension théorétique de contenir la révolution. C'est exactement ce qui se passe au début, c'est-à-dire les 2 choses sont posées. C'est précisément pour ça que le journaliste ne cesse de demander « mais si vous devenez les propriétaires de l'usine, vous serez donc des bourgeois, vous n'aurez donc plus accès à la révolution. » Et c'est la question qu'il ne cesse de demander. Si l'humanité matérielle devient une humanité petite bourgeoise, il n'y a donc plus possibilité ni de lutte des classes, ni de révélation. Donc, on a ces quatre premiers théorèmes, c'est-à-dire 2 théorèmes pour une ouverture de l'humanité au bonheur et 2 théorèmes issus de l'insincérité, la réclamation de la révolution et le contenir la révolution. Ça, c'est la première structure théorématique du film. Et tout ce film va se faire là-dessus, en présupposant que dans les 2 cas, ça n'a évidemment pas fonctionné. Le deuxième grand schéma théorématique, c'est ce que je nomme le théorème messianique historique cette fois-ci. Et là, il y en a 2. Il y a 2 sous-points à ce théorème. Le premier, c'est de considérer que le Messie est un modèle qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Et la deuxième chose, c'est de considérer que, puisque ce modèle est arrivé à un point à la fois d'insincérité et d'impossibilité, en fait, on va aller chercher dans l'humanité matérielle ce qu'il demeurerait, ce qui pourrait fonctionner. Et le deuxième point, c'est ce garçon, ce boy, qui arrive et qui va lui aussi sans nom, il est une figure sans nom, et qui lui aussi va transformer totalement l'histoire matérielle de cette famille. Et donc on a ces deux messianismes historiques, c'est-à-dire un messianisme historique à grande échelle, celle de l'humanité, et un messianisme historique à l'échelle de l'unité matérielle de l'être et de l'unité individuelle de l'être. Et donc c'est extrêmement important de considérer cette chose, puisque d'un côté, en fait, vous avez une déstabilisation de l'humanité, et de l'autre, vous avez une déstabilisation de ce qui se pose comme étant une entité instituée, qui est donc la bourgeoisie. Troisième schéma théorématique, qui lui est encore un peu plus complexe, qui est ce que j'appelle les théorèmes historiques. Alors les théorèmes historiques, il y en a un paquet. Il y en a a priori, pour moi, dans ce film, il y en a 7. Le premier, qui est la question du devenir petit bourgeois. Alors ça, c'est toute la question du documentaire du départ, c'est-à-dire que le documentaire est fait pour ça, il est fait pour rappeler cette question-là, il est fait pour rappeler que les choses ne pourront avoir lieu que depuis l'actualité et depuis l'exigence de l'actualité. En tout cas, la question pour la modernité, la question qui se passe en 1968 et encore aujourd'hui, qui est la question du devenir petit bourgeois et cette crise matérielle de ce devenir petit bourgeois. Et qui, évidemment,
qui se joue évidemment dans une boucle, puisqu'il n'y a pas de solution. Les ouvriers ne peuvent pas répondre. Parce qu'ils refusent de répondre. Un des ouvriers dit « je ne veux pas répondre » et ensuite le documentaire finit par cette double question posée à laquelle il n'y a pas de réponse, puisque la réponse, c'est le film qui commence, mais le film va se boucler sur ce propre documentaire. Donc il n'y a pas de réponse à cette question. Donc ça conduit évidemment une boucle historique, ce qui sous-entendrait que chez Pasolini, le messianisme devient tragique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution, il n'y a pas de salvation. Dans aucun cas, il y a une salvation. Et donc, il y aurait une tragédie qui viendrait se boucler à l'intérieur de cette histoire. Et c'est pour ça que finalement, le lien qu'on peut voir avec Giotto est assez fondamental, parce que c'est toujours une histoire de réclamer une salvation, et c'est toujours une histoire qu'il y a un blocage dans cette exigence d'une salvation. Deuxième point. Donc, il y avait de devenir petit bourgeois. Le deuxième point, qui est donc lié à la question du père, qui est le devenir à 16. Puisque le père, la fin, si vous regardez le film, vous verrez, le père rentre en état de crise parce que l'homme est parti. Il rentre en état de crise et il va commencer à démultiplier ses crises d'angoisse et ses dépressions profondes. Et puis à un moment, il finit par partir et il finit par se dénuder au milieu de la gare de Milan. Et ensuite, on le voit marcher, probablement sur l'Etna, en tout cas sur une zone aride, comme vous avez au début, au moment où il y a l'exergue qui est tiré du psaume 136, et Dieu nous a conduits par le désert, c'est-à-dire que vous le voyez nu gravir ce désert. C'est-à-dire qu'il est devenu ascèse, et en passant par l'ascèse, en fait, il a abandonné toute propriété et tout bien, puisqu'il a cédé la totalité de sa propriété, de ses propriétés, à ses ouvriers. Ensuite de ça, troisième théorème possible historique, le devenir artiste. Le fils va abandonner toute idée de faire autre chose qu'un travail artistique, avec une scène, vous verrez le film, il y a une scène assez drôle qui est évidemment profondément parodique, où le fils loue un atelier et se met dans une sorte d'état de véhémence et de démence et un peu d'alcoolisme, se met à gicler de la peinture comme un Pollock. On est donc évidemment dans une caricature et dans une parodie de cet expressionnisme et de ce devenir moderne par la question de l'artiste. Quatrième paradigme, le devenir sainte, c'est-à-dire celui de la servante, puisque la servante quitte la maison parce qu'elle ne supporte pas l'idée que cet homme soit parti, elle quitte la maison, elle rentre dans son village, et là, elle s'assoit sur un banc et elle demeure une sorte de stase, et puis elle va finir par indiquer avec la main un seul truc, et donc les enfants comprennent qu'elle veut des orties, donc ils lui donnent des orties, elle mange des orties, et à un moment, elle lévite depuis son banc, et puis elle monte dans le ciel, ce qui est évidemment là aussi une dimension profondément parodique, ce qui est assez drôle, et ce qui est à la fois assez drôle et à la fois renvoie à cette question de cette dimension de la sainteté, qui n'est pas la dimension de l'inceste, mais qui est un autre devenir de l'humanité matérielle. Cinquièmement, et là qui est incarné par la mère, qui est la question du devenir désir. La mère va prendre en charge, celle qu'on voit encore à l'écran ici, qui est donc Silvana Mangano, elle va prendre en charge cette question du désir, c'est-à-dire qu'elle va être dans une sorte de rapport de fin infinie de ce désir et de fin infinie du corps. Elle va démultiplier les amants, elle va démultiplier cette sorte de quête, d'une sorte de tension au désir et de tension à la sexualité. Sixièmement, le retrait du devenir, le sixième paradigme, et ça c'est la fille, c'est-à-dire que la fille, elle va finir par ne plus vouloir sortir de son lit, elle va bloquer son poing dans une forme, personne ne pourra ouvrir, et donc les ambulanciers vont venir la chercher, elle sera déposée probablement dans un hôpital ou un asile, et elle va rester comme ça, dans ce qu'on appelle une phase de catatonie, c'est-à-dire de retrait et de refus du devenir. Et puis enfin, le dernier, qui est sans doute un truc, alors là, qui est profondément lié à Pasolini, qui est profondément lié à l'histoire de Pasolini et à l'histoire de ce film, qui est la question du devenir sexualité, c'est-à-dire qu'il y a chez Pasolini cette idée que la forme contemporaine, en tout cas pour lui, cette forme matérielle contemporaine du Messie, passe par une passion, et que cette passion n'est pas celle comme le Christ, mais celle d'une sorte d'acte d'infinie donation de soi pour quiconque et à quiconque. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de donation qui est donc par-delà la question du genre et par-delà la question des sexualités, qui est une donation par le désir du corps. Et c'est ce que fait cet homme, c'est-à-dire cet homme dont on ne connaît rien, arrive. Pasolini s'amuse beaucoup à filmer, vous verrez la première scène juste après le moment où il est là,
À un moment, vous allez le voir, il est dans le jardin, il lit dans le jardin en fumant une clope, les jambes écartées évidemment, et puis la cendre tombe sur son pantalon, et la servante qui est juste derrière et qui est en train de ratisser les feuilles se précipite évidemment pour nettoyer le pantalon. Et donc il y a une sorte de tension érotique en permanence. C'est-à-dire que la totalité du film est une expérience de cette tension. C'est-à-dire qu'il y a une rédemption qui passe par la mesure de l'expérience érotique. Schéma théorétique suivant, on a fini les théorèmes historiques, schéma théorétique suivant, ce que moi j'appelle les théorèmes structurels. Les théorèmes structurels, vous en avez 3 dans le film. Le premier, c'est la séduction. Le deuxième, c'est la confession. Et le troisième, c'est la transformation. Ce schéma, c'est le schéma technique de l'Église chrétienne. C'est même très techniquement le schéma de ce qui est fondé au XIXe siècle comme étant l'Église confessionnelle. C'est-à-dire que ça passe par ces 3 phases, c'est-à-dire une séduction de l'humanité, c'est-à-dire il faut advenir à l'humanité, il faut finir à la question qui est cet homme, qu'on accepte de recevoir le Messie et qu'on accepte de le faire rentrer dans un commun. Ensuite de ça, il y a la question de la confession, qui est à peu près le même processus que d'ailleurs dans le basanos socratique chez Platon. C'est-à-dire qu'il y a tout le problème de la confession, c'est-à-dire qu'il va falloir advenir à 2 choses, c'est-à-dire confesser ses propres fautes dans la tentative d'une salvation et accepter les codes qui sont posés par la structure théorématique. Et puis évidemment, la troisième, c'est la transformation. La transformation, c'est supposément que, ayant accepté la séduction et ayant accepté la confession, l'humanité va se transformer. Et donc, c'est le grand schéma de la chrétienté, c'est qu'une fois que vous aurez accepté ces 3 phases, l'humanité devrait pouvoir se transformer. Or, ce qui se passe ici, évidemment, chez Pasolini, c'est que l'humanité n'accède qu'à une transformation qui est une transformation névrosée, qui est une transformation de l'hyper-angoisse, et qui ne conduit pas à autre chose qu'à une propre destruction de ce qu'elle pourrait être. Et donc, il y a toute cette question de savoir vers quoi conduit cette mesure de la transformation. Et à partir de ça, se posent évidemment 2 options pour Pasolini, 2 options pour la spectatrice et le spectateur. Soit vous acceptez ce schéma théorématique de séduction, confession, transformation, et ça, c'est le schéma chrétien. Soit alors, il faut reprendre la totalité de la lecture du film et se repositionner par rapport à la question du journalisme et accepter que dans ce cas-là, il y aura un autre théorème qui va se poser, qui est le théorème de la transformation marxiste. Mais le théorème de la transformation marxiste, lui, ne passera pas par les 2 phases de séduction et de confession. Il passera par la phase de la révolution. Or, la révolution, si elle est anéantie par le devenir petit bourgeois, je ne peux pas advenir à cette question de la transformation. Donc, conséquence, les 2 formes de transformation sont anéanties. Et enfin, ah non, j'en ai encore 2. Bon, je le fais hyper vite. Avant-dernier point qui est du schéma théorématique, c'est la question du théorème comme spectacle. Alors ça, c'est pas très compliqué, hein. Il faut simplement vous souvenir que théoréma en grec, ça veut dire le spectacle. Hein, c'est un des sens du mot. Et donc vous avez 2 types de spectacles. Vous avez l'homme à l'intérieur du dispositif qui est le spectateur de cette somme, et vous avez de cette histoire. Et vous avez évidemment la spectatrice et le spectateur du film. Et enfin, conclusion et dernier point sur cette question-là, qui est ce que j'appelle la dimension théorématique conclusive du dispositif, qui sont 2 théorèmes, qui est ce que je viens de dire à l'instant, mais que je pose comme conclusion, soit la nécessité de la transformation de l'être depuis la dimension théorématique du christianisme, soit alors l'échec de cette transformation, c'est-à-dire l'impossibilité ou la spectralité du marxisme et la question d'un retour de l'humanité à un destin. Et c'est une des conclusions de ce film, c'est-à-dire que ce film voudrait advenir à une expérience qui serait, donc les 2 premiers théorèmes, la possibilité d'une forme de bonheur, et que cette forme de bonheur, qu'elle vienne du messianisme chrétien ou qu'elle vienne du messianisme marxiste, dans l'un et l'autre cas, cette forme de bonheur ne peut pas venir. Donc ça veut dire que le film se boucle sous une forme destinale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour l'humanité d'advenir à autre chose que son propre enfermement et sa propre névrose.